Selon l'ADEME, les réserves mondiales qui étaient estimées à 1000 milliards de barils sont aujourd'hui épuisées. Les bourses du monde entier, en allant de Tokyo jusqu'à New York, sont fermées définitivement, ce qui entraîne la chute du système bancaire. Le chômage touche 60% de la population active. Les économistes annoncent une hyperinflation. Au supermarché, le panier moyen coûte 500 €. La ville connaît son 3e jour d'émeute. La population réclame de l'eau, mais les réservoirs sont à sec. 65 heures avant l'effondrement, des millions de réfugiés gagnent le nord pour obtenir un billet en allant vers un lieu sûr. Pousse-toi de là, toi. Ah, tu la pousses pas. Quoi, y'a quoi? Je suis l'avant, moi. Et alors? Mais tu la alors touches quoi? pas, je Oh, te dis. quoi? Replacez-vous! J'étais l'avant, moi. Ferme ta gueule, replace-toi, je t'ai dit. Replace-toi. Eh, si j'entends encore parler de toi, je te bute, t'as compris? T'as compris ou pas? Ouais, c'est bon. Yannick pour Omar, viens dans ce secteur A. Occupe-toi d'eux. S'il y en a un qui bouge, tu le butes, ok? Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je voulais savoir, il y en a encore pour longtemps? T'attendras comme les autres. Ok, bien reçu. Au suivant. Mais c'est du grand n'importe quoi! Qu'est-ce que je vais leur dire à ma famille, hein? Tu nous laisses crever? Monsieur, je comprends, mais sans marchandises, on peut pas vous aider. Ah, tu peux pas m'aider? Mais tu sais qui je suis, moi? Yves Delacroix, PDG DLC Corp. Ma famille, elle a énormément investi pour cette ville. Oui, bravo pour vos palmarès, mais je suis désolé, c'est la même règle pour tout le monde. Ah, la même règle? Et qu'est-ce qu'ils diraient, les gens, hein? S'ils savaient vraiment ce que vous faisiez avec toutes ces marchandises, hein? Qu'est-ce qu'ils diraient? Dégagez-moi ça. Dégage, lâche-moi, toi! Vous avez pas le droit! Avec tout ce que j'avais, cette putain de vie! C'est comme ça que vous me remerciez! Lâche-moi, toi, salut! Putain, mais lâche-moi, connard! Allons-y, au suivant. C'est d'où, ça? De mon ancien lieu de travail. Je travaillais en grande surface. Dans la comptabilité. Ah bon? Mais du coup, la situation s'est dégradée, du coup, j'ai quitté. Et mon fils est tombé grave malade, Oui, du coup, comme j'ai dû... partout, oui. Ok. La navette sera là dans 1 heure. Je vous conseille de rester dans le hall afin de partir très vite pour éviter les débordements. Attendez, il est où le deuxième? Comment ça, le deuxième? Bah, pour mon fils. Il est où, votre fils? Je vous ai dit, il est gravement malade, du coup, il est resté à la maison parce qu'il peut pas se déplacer. Donc, faudra rajouter. Attendez, monsieur, je vous ai donné 200 € de marchandises, là. Ça suffira pas. J'ai plus rien. Tenez, il me reste plus que ça, 9 carats d'or. Plaisantez. On n'accepte plus les bijoux ni les espèces depuis l'effondrement des banques. Mais attendez, vous comprenez pas, si c'est la montre de mon arrière-grand-père, ça vaut une fortune. On s'en fout de ça, madame. Nous, nous faut de la marchandise. Monsieur, je vous dis que j'ai plus rien. Si vous voulez, donnez-moi un deuxième billet. Donnez-moi un deuxième billet. Je peux pas abandonner mon fils. Hein, vous êtes père de famille, vous pouvez me comprendre. Vous allez pas abandonner vos enfants. Hein?
Alors, s'il vous plaît, donnez-moi un deuxième billet. Je suis prête absolument à tout. À tout. Je fais tout ce que vous voulez. Tout, absolument. Donnez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi un deuxième billet. Le temps avance, les prix augmentent, les places sont comptées. Ok? Donc c'est pas négociable. Putain, mais je vous dis que j'ai plus rien. Qu'est-ce que vous voulez que j'apporte de plus? J'ai plus rien, j'ai que moi, ce que j'ai là, en fait, devant vous. S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi un deuxième billet. Non, je peux pas abandonner mon fils, monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi un deuxième billet. Monsieur, j'ai plus rien. Madame, vous reprenez vos affaires, je vous prie de quitter mon bureau. Sinon, j'appelle la sécurité, je retire votre billet. Allez, dépêchez-vous. Pas que ça à faire. Hey, n'oubliez pas de rester dans le hall et laissez votre fils crever. Semble. Ok, plus que ça. Et voilà. Hop. Voilà. Bon, merci beaucoup Arish d'avoir envoyé ce court-métrage. Alors je sais pas si tu m'entends, parce que je vois que tu as... t'as pas mis ton casque. Alors... ah, c'est bon. Tu m'entends ? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, super. Bah merci beaucoup du coup, je disais donc, de m'avoir envoyé ce court-métrage qui est très fort. On va parler de sa production qui est très énigmatique pour moi parce que donc tu m'as dit que c'était un court-métrage qui avait été produit par une asso, qu'il y avait aussi du financement public, enfin qu'il y avait eu une aide de Mantes-la-Jolie, je crois, et qu'il y avait aussi le Crédit Mutuel, je crois, qui avait donné un peu aussi pour la production. Si tu peux un peu nous expliquer tout ça. Au début, on avait juste écrit le scénario et en même temps, on a fait un petit dossier de production parce que j'ai l'habitude de... J'aime bien présenter le projet de manière claire et simple pour les comédiens et l'équipe technique pour savoir ce que je veux voilà, comme maquillage, comme je mets tout en détail. Et je me suis dit, bon, je peux pas trop mettre de l'argent comme avant je faisais. On faisait en fait, on avait une petite équipe, on mettait, voilà, 200 euros juste pour la régie ou pour les défraiements de transport. Là, je me suis dit, bon, on va mettre le paquet un peu plus haut. On doit quand même mettre un effort sur le maquillage, les costumes, parce que le scénario qu'on a écrit, quand même, c'est un sujet, comme tu as dit, assez fort. Ouais. Par la suite, moi j'avais rencontré un comédien qui habitait dans la même ville que moi. En fait, on s'est rencontrés sur un tournage pour une émission, je sais plus c'est laquelle, c'était sur Canal. Et il m'avait parlé qu'il y avait une association, qu'il avait un ami qui avait ouvert une association et pas fait. Enfin voilà, il l'a créé il y a 2 ans. Avec le Covid, il n'a pas pu faire grand-chose. Et je me suis dit, ça serait pour moi une grande opportunité pour présenter mon projet. Et c'est là que j'ai le président de l'association, j'avais montré le scénario, j'avais montré le dossier, enfin entre guillemets la production, on va dire. C'est plus un dossier artistique, donc je mets le synopsis, enfin là, le pitch et tout, etc., les mood boards et tout ça.
J'avais dit, écoute, j'ai des fonds de Mantes-la-Jolie et Crédit Agricole qui m'ont donné 2 500 euros. Ok. Et voilà, en contrepartie, il m'a dit de prendre des jeunes pour leur faire découvrir les métiers du cinéma. C'était ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et voilà, il m'avait donné, il a produit ce court-métrage. Et de l'autre côté, bon, bah, j'ai, on va dire, une petite collectivité Mhm. où, voilà, à côté d'un job alimentaire, hein, et on met un peu de côté pour investir sur du matériel. Donc voilà, et nous aussi, on a mis un peu d'argent, donc pareil, hein, pour combler les trous. Et c'est comme ça que c'est fait. Donc on a eu les locaux gracieusement, parce que voilà, D'accord. on a vendu le projet comme quoi que c'était un projet ambitieux, et puis en même temps, on fait découvrir aux jeunes enfin, les métiers du cinéma. Donc c'est ça qui les a sensibilisés et ça les a poussés à nous prêter leurs locaux gracieusement, les loges, le bâtiment, parce que à la base, ce décor-là, c'est le théâtre. Cette salle-là, on l'a transformée en institution publique en fait. D'accord, ok. Voilà, on trouve que enfin, ça fonctionne plutôt pas mal. On a fait avec les petits moyens, hein. Voilà, en amont, il y a eu beaucoup de travail. Bon, bah, d'abord, c'était le scénario, donc je suis pas tout seul, comme voir sur le générique, hein, je suis pas tout seul, donc je suis soutenu par des personnes qui sont dans le milieu. Et l'association, il est aussi, c'est son ami d'enfant, je sais pas si vous connaissez Jean Rachid. Je crois que ça me dit quelque chose. Et c'est un producteur qui a fait La Vie scolaire. Ah oui, oui, Là, il ok. là, il va sortir un autre long métrage, c'est Les Secpas. Voilà, donc a aussi aidé donc pour la post-production, donc tout ce qui est mixage son surtout, il nous a Mhm. aidé. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, le film. Donc on a pris, on a fait le vidéo, on a fait les castings, 3 sessions de casting, sur une cinquantaine de candidatures pour le Ah oui, quand rôle même. de Ryan. Gros Ouais. casting. Et, et on les a auditionnés et puis on a fait des contacts et après on a fait la troisième phase, c'était l'interaction avec le bureaucrate, Nordine, qui a joué le bureaucrate là, qui voulait pas donner un deuxième billet. Ouais, ouais, ouais. Et on a vu que ça matchait bien, que ça se passait super bien. Et puis voilà, on a pris Paola, qui est une comédienne qui exerce ce métier depuis 15 ans. Donc, scénario, que je lui ai expliqué les choses bien clairement, bah, elle était partante au projet. Et puis voilà, le tournage a duré 2 jours. D'accord. On a fait 2 jours de Ok. tournage. Et le matériel, c'était notre production. On n'a pas fait de location parce qu'on trouvait que avait pour projet de faire d'autres courts-métrages. On a recruté des techniciens qui sortent d'école ou étudiants, D'accord. bâtir notre réseau parce que nous, on a un réseau assez faible dans le milieu. Voilà, ça s'est fait comme ça. C'est déjà pas mal. C'était un bel exposé de la construction du cours, donc c'est très bien parce qu'au moins on a vraiment eu tous les détails de ce qui a pu se passer pour la réalisation de ce court-métrage-là. Alors j'ai encore une petite question parce que du coup on a bien compris qu'il y avait une asso à laquelle tu t'es greffé pour... Enfin qui a produit par association ce court-métrage. Et tu parles aussi de ta production. Donc toi tu as une boîte de prod, c'est ça? C'est pas vraiment une boîte de production, c'est plus une collectivité en fait. D'accord, oui, Et c'est un collectif. voilà, un collectif, pardon. Je dis, Non, c'est oui, pareil, collectif. c'est pas Et, grave. Mais du coup, vous avez pas et- de forme légale d'entreprise ou d'association qui régit ce non, collectif. pas du tout en fait. Le problème, c'est que bon, on est entre guillemets des flemmards. On a envie
En fait, j'ai vu quelqu'un monter un dossier pour une assos et c'est hyper long. Je sais qu'il y a des sites où il faut donner de l'argent et ils font tout à ta place. Mhm. Bon, on n'a pas envie de dépenser ça non plus. Et on s'est dit, bon, c'est pas grave, on est un collectif et puis je vais investir sur du matériel, que ce soit la lumière, la caméra, etc. Trouver quand même des partenariats qui peuvent trouver des fonds pour avoir pour tout ce qui est défraiement, transport, etc. Bah, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Mais en tout cas, c'est très bien. Enfin, moi, en fait, au début, je comprenais pas trop parce que du coup, il y avait cette idée d'avoir l'asso et d'avoir des financements publics et d'avoir des financements privés. Mais en fait, tout ça venait de l'asso. En fait, c'est le fait d'avoir fait ce partenariat avec l'asso, enfin, d'être produit par l'asso, qui vous a permis d'avoir ces financements-là et qui, du coup, a Oui, permis que vous ayez aussi les locaux et tout ça. vraiment. D'accord. Bah, c'est très bien. Et du coup, toi, dans la vie, tu fais quoi? Enfin, c'est quoi ton parcours pour être arrivé là? Parce que du coup, tu nous dis que tu as un petit réseau, mais que pas vraiment. Enfin, du coup, c'est pas très clair. Ce que j'ai fait des études en audiovisuel. Mhm. Donc, j'ai fait études de pub. Après, ensuite, par la suite, j'ai fait un stage chez Cabot. C'est une boîte de prod qui sont spécialisés dans la fiction. Donc, c'est les producteurs de scènes de ménage, Mhm. euh, commissariat central. Voilà, j'ai fait un stage en tant que troisième assistant réalisateur. Donc, c'est là que j'ai découvert vraiment l'univers du entre guillemets, cinéma, de la fiction, comment ça fonctionnait. Et euh, ensuite, à la fin de mon stage, comment dire, en fait, je connaissais pas vraiment le milieu, c'était plus la création de réseaux, enfin, on va dire entre guillemets du copinage. Oui, oui. J'ai énormément du mal avec ça en fait. Et je pense qu'après on s'est perdu de vue, je savais pas comment m'y prendre. Après j'ai dit bon, je vais faire un projet à côté bénévolement pour pouvoir bâtir mon réseau en tant qu'assistant réel. C'est ce que j'ai. Euh, c'est un poste qui ne me plaisait pas énormément en fait. Ah bah, on se Parce rejoint là-dessus. que, Parce que moi, j'étais ah ouais, assistante réelle aussi avant. Enfin, j'ai arrêté très vite. un poste que j'ai pas trop aimé parce que c'est plus de l'exécution, c'est plus enfin, voilà, préparation de travail, etc. Il n'y a rien de créatif là-dedans. Et moi, je Ah suis oui, oui, plus c'est dans le sûr. côté créatif, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de proposer des idées, je suis plus dans cette optique-là. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit soit en fait, le fait de évoluer, c'est pas vrai. Parce que maintenant, c'est comme j'ai rencontré un figurant dans un tournage. Ta tête me dit quelque chose. Il me dit, ouais, j'ai fait de la pub. D'accord. Et jamais tu joues. Ils m'ont dit non, ils m'ont étiqueté en tant que comédien pour la pub. Donc, pour moi, le cinéma, c'est mort. Marqué, en fait. D'accord. Et je me suis dit, et après, j'ai dit aussi, l'autre côté de la caméra, c'est pareil. On va te cataloguer. Mhm. Donc ça m'a marqué, en fait. Et je me suis dit, ok, d'accord. Donc, si je fais assistant réel tout le temps, on va me. En assistant réel, du coup, j'ai arrêté de bosser en tant qu'assistant réel, quitte à faire ce que j'ai envie de faire. Donc j'écris, je réalise, même si c'est des petits projets, hein. Je néglige pas ça, parce que ça permet d'apprendre, de connaître aussi ma méthode de travail. Donc voilà, donc j'ai décidé de travailler à côté, travailler en banque, rien à voir. Je suis consultant chez BNP, mais à côté, le week-end, j'écris, je vais voir mon co-auteur avec qui j'écris aussi. Donc on se donne des idées, on écrit, on est en train de... Là, cette année, on a un projet de web-série, donc on est en train de démarcher la mairie, et pas de Mantes, mais la ville qui est à côté, à IQI. Donc, ce qui va... Oui, bah, c'est déjà de bons projets. Alors moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit justement du fait que
quand on est que si on commence en tant qu'assistant réel, et ben on va être étiqueté assistant réel et du coup finalement il n'y a pas vraiment de possibilité d'évolution. Donc moi j'ai travaillé récemment avec avec un organisme de résidence d'écriture. Il faut savoir qu'en fait les auteurs qu'on rencontre, alors il y a deux côtés, il y a les auteurs qu'on rencontre et qui viennent souvent pour du court-métrage où on va avoir beaucoup de gens qui sont des techniciens, donc par exemple on a des régisseurs, des assistants réels, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en long-métrage, j'ai moins vu ce genre de profil, donc c'est plutôt des scénaristes, des réalisateurs ou ce genre de choses. Et donc alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution, mais je te rejoins un peu là-dessus sur le fait que oui, en fait, on va vite t'étiqueter, je pense, en disant ben machin il fait de l'assistant réel, il est super assistant réel, on va pas trop lui donner des trucs plus créatifs parce qu'il est doué dans ce qu'il fait dans ce poste-là. Bah moi, pour te revenir sur ce que tu disais aussi, moi aussi j'ai arrêté d'être assistant réel parce que bah c'était pas du tout créatif et que je voulais faire un truc créatif, et je pensais qu'en faisant assistant réel, moi c'est justement la pensée que j'avais au départ, c'est de me dire je vais faire assistant réel et puis je vais monter pour arriver au réel, et c'est vrai qu'en fait ça n'a rien à voir. Tu peux faire de la mise en scène, mais en fait tu fais plutôt, enfin c'est quand tu places des figurants ou des choses comme ça, mais au final t'es jamais vraiment dans le créatif, et puis c'est plutôt tu vas t'occuper de tâches plus administratives et plus d'organisation, ce qui est normal parce que c'est des postes qui sont très importants mais qui ne conviennent pas à tout le monde malheureusement. C'est sûr que quand t'as des ambitions d'auteur et de réalisation, tu te sens pas à ta place quoi. Donc c'est très intéressant, je trouve, que t'en parles, parce que j'avais pas encore rencontré de personnes qui avaient été assistants réels comme moi et qui avaient décidé d'arrêter, parce que souvent quand je rencontre ces gens-là, c'est des gens qui vont dire non, il faut que tu persévères, et du coup ça me fait plaisir dans un sens de me dire je ne suis pas seule à avoir abandonné. Non, Voilà, moi je regrette pas, il n'y a aucun regret. Un regret. Ah oui, non, mais moi ça m'a... En fait, moi ce que j'avais pas trop aimé en assistant réel, bah pour ceux qui connaissent pas du tout les tournages, sachez que l'assistant réel, en fait, le réalisateur a 3 assistants réels sur un long métrage. Donc il y a le premier assistant qui est un peu le bras droit de l'assistant réel. Après il y a le second qui lui va s'occuper plus des figurants, de placer la figuration et des équipes. Et après il y a le troisième assistant, et le troisième assistant, sa mission c'est plus de s'occuper de ce qu'on appelle le HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. Et donc il va être souvent là-bas. Et il va s'occuper des acteurs, en fait. Il va souvent être avec les acteurs. Son rôle, c'est d'être avec les acteurs et de répondre à tous les besoins des acteurs. Et parfois, un peu d'aider à la figuration quand il y a besoin. Et après, faire des trucs un peu de régie, du blocage, des choses comme ça. Et donc, en fait, tu te retrouves dans un univers qui n'est pas du tout celui auquel tu t'attendais. Toi, tu t'attends à faire de la mise en scène, à faire des trucs créatifs, à être force de proposition. Et en fait, pas du tout. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment une illusion, quoi, de croire que... tu peux le faire bien sûr, mais c'est quand même assez illusionniste parce qu'en fait tu te retrouves pas du tout dans l'univers auquel tu pensais arriver, et c'est quand même ça brise des rêves. J'en ai parlé avec des réals avec qui j'ai travaillé, ils m'ont dit t'as raison. T'as bien fait. Pour moi ça veut tout dire. Oui, bah oui. Mais en même temps le cinéma c'est quelque chose qui est tellement c'est un autre monde, parce qu'en fait tu peux avoir des gens qui y ont fait des parcours que cinéma, donc des gens qui sortent d'école, des gens qui sortent d'université et qui veulent faire ça et qui font ça. Et puis des fois tu rencontres des gens qui te disent oui alors moi je travaillais dans des banques et puis en fait ça me saoulait, alors du coup j'ai fait un stage puis maintenant je suis script. Enfin tu vois, c'est toujours tu te retrouves avec des parcours qui sont totalement différents, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est justement cette diversité qu'il peut y avoir. Et en même temps bah, comme on l'entend souvent, c'est quand même un monde de requins, et il faut savoir ta place, il faut savoir où tu veux être et pourquoi tu veux l'être, et si tu veux y rester surtout. Parce que c'est vraiment des endroits où on va te cataloguer, comme tu dis, et on va t'étiqueter, on va dire bah voilà, toi tu fais de la mise en scène, et c'est tout quoi. Et c'est assez dur de passer d'une équipe à l'autre, parce que c'est un peu comme si t'avais des choses à prouver quoi. À moins que t'aies vraiment déterminé le week-end, ben tu te mets à écrire, tu tournes un truc, tu vois. Tu peux faire ça aussi. Après proposer dans des festivals, tu peux faire ça. Oui, bah c'est ce que tu es en train de faire du coup. Ce que tu me disais. Voilà. Ouais. Bah, sache qu'en tout cas, y a beaucoup de monde sur cette émission qui fait ce que tu fais, c'est-à-dire qui a un boulot alimentaire. On a déjà eu Cécile Lombard, je crois que c'était. Je me rappelle des noms des gens à qui j'ai publié les vidéos sur YouTube, parce que j'ai dû les écrire. Du coup, Cécile Lombard qui était passée dans la première session de Talk Short et nous avait justement parlé de ça. Elle avait fait des études de scénariste, donc elle était déjà vraiment dans l'écriture. Et en fait, ça lui convenait pas, et du coup, elle a
elle a pris un emploi beaucoup plus stable et qui n'a rien à voir avec le cinéma pour financer ses courts-métrages. Et donc, voilà, ça revient un peu sur cette idée de dire que, en fait, si tu veux faire du cinéma, t'es pas obligé de travailler dans le cinéma, vraiment. Tu peux t'en sortir tout seul à côté. C'est juste que, certes, ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est un peu aussi pour ça qu'on se retrouve dans Talk Short. C'est aussi pour que je puisse... moi, j'ai envie de montrer les œuvres des gens qui sont un peu en marge et qui ont du mal à se faire visionner. Donc, j'espère que ça fonctionne bien. Mais voilà. C'est pas une question, c'est une remarque. Voilà. En tout cas, pour revenir à ton court-métrage, je vais juste te poser une petite question par rapport aux locaux, parce que tu nous as dit que du coup, tu avais réussi à avoir des locaux qui t'ont permis d'avoir donc, ton lieu de tournage et tes loges. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que d'avoir des loges sur un tournage et pourquoi c'est important? Parce que j'imagine que dans le public, on va dire, il y a des gens qui ne savent pas du tout qu'il y a des loges sur des tournages et comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Et aussi nous expliquer quelle a été les relations, on va dire, avec les personnes qui ont prêté la salle, parce que tu nous disais que justement c'était du bénévolat. Pour moi, c'est indispensable d'avoir une loge pour pouvoir stocker du matériel. Ça, j'avais engagé des maquilleuses parce que voilà, il faut qu'on rende le film plus crédible. Et puis ils avaient déjà leur miroir, etc. Et on n'avait pas besoin de peu plus pour louer le miroir, par exemple. Et moi, j'ai trouvé ça génial qu'il y avait des loges. En plus, on pouvait stocker nos costumes, on peut mettre, comme je dis, je répète, du maquillage. Et on a pu aussi avoir les clés de la loge pour pouvoir laisser notre matériel parce que on avait énormément de matériel et c'était lourd à ranger. Et la salle de théâtre Jacques Brel, qui est à Mantes-la-Ville, eux, ils nous ont prêté parce que voilà, d'un côté, on a dit qu'on était une association, on voudrait faire des courts-métrages, et eux, ils n'ont jamais accueilli un collectif pour réaliser un court-métrage. Et quand j'ai montré le projet, que j'ai expliqué ce que je voulais faire, et en même temps, on prendra aussi, on s'est engagé avec cette salle qu'on allait prendre des jeunes à découvrir le cinéma, c'est là que ça les a guillemets, ils étaient émus, mais pas, c'est pas ce mot-là, je sais pas comment dire, sensible ou je sais plus, je sais pas comment dire en fait. Ils étaient touchés par le fait qu'on invite des jeunes à découvrir le métier du cinéma et du coup ils ont dit voilà, ok, on vous prête la salle, on vous fait ça, on vous met de la loge, on vous porte, vous faites ce que vous. Ils nous ont dit ça. Ah oui, c'est vraiment sympa. Oui, parce que vous savez c'est combien? J'ai dit non, dites-moi. Ils m'ont dit oui, on devrait vous facturer 10 000 euros. J'ai dit ah ok. Ok. Ah ouais. Bon, vous avez quand même fait un bénéfice de 10 000 euros, c'est pas mal. Ça, oui, parce exactement. Que, on oublie souvent, je pense que quand on fait pas du court-métrage ou quoi, on se rend pas compte qu'en fait les lieux c'est payant. Même si tu tournes dans des lieux qui sont publics, tu dois payer pour pour prendre des lieux, pour pouvoir tourner dans des lieux. Pareil, les autorisations, tout à l'heure on parlait avec Adélaïde des autorisations de tournage par exemple dans des forêts, des lieux publics comme ça. Alors ces lieux-là sont pas toujours payants, mais ça peut l'être. Et après, ce qui peut être embêtant aussi, c'est les parkings, parce que du coup quand tu viens avec du matos, tu viens avec des camions et des voitures, et le truc c'est que peut-être que tu as la chance de pas payer ton lieu parce que c'est un lieu public et tout. Ah oui, pardon, j'ai baissé mon micro, vous m'entendez plus. Ouh, voilà, c'est revenu. J'avais baissé parce que mon chat gueule derrière, pardon. Interlude. Du coup je reprends, je disais donc que oui, des fois tu ne payes pas le parking. Enfin, tu payes pas le lieu de tournage parce que c'est des forêts ou des choses comme ça. Déjà, ça, je suis même pas sûre que tu les payes pas, mais je pense que c'est possible de ne pas les payer. Mais du coup, tu te retrouves à devoir payer le parking où là, tu vas payer plein pot parce que tu vas payer toute une journée, mais tu vas pas payer les tarifs de j'ai mis ma voiture et j'ai pris un ticket, quoi. Ça va vraiment être le tarif de prendre les parkings. Et donc, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte quand on fait un tournage, c'est que si tu viens avec du matos, tu viens avec des camions, des choses comme ça, et il faut payer pour te garer. Du coup, en plus du lieu de tournage, ça fait une grosse part du budget quand même. Donc franchement, avoir réussi à avoir ce lieu qui est censé être à 10 000 euros, et en plus, on voit bien que c'est un lieu qui est parfait pour le court-métrage. Enfin, genre, c'est vraiment... on voit bien que c'est pas
on a pris un autre lieu pour faire genre c'est ce lieu-là. Et du coup, là, ça se voit que c'est quand même adapté à l'histoire. Et du coup, c'est quand même vraiment bien d'avoir eu cet avantage-là. Rebondis là-dessus, je sais pas, c'est la ville, ils sont amis avec le préfet, ils nous ont même libéré une rue entière, ils ont bloqué toute la rue pour le son, parce que il y avait énormément de circulation. Ce jour-là, quand on a fait les repérages, on a dit il y a de la circulation, ils ont dit bon écoutez, on va vous bloquer toute la rue, dites-moi de où à où. Ils ont bloqué toute la journée. Et du coup, vous aviez des régisseurs, vous, ou c'est eux qui avaient envoyé des gens bloquer les rues? On avait des régisseurs, c'était les jeunes. D'accord. Un régisseur général, un référent qui est expérimenté, il avait des jeunes avec lui, il leur demandait juste bloquez là-bas, faites ça et tout. Donc, non, c'était vraiment. On avait une grosse équipe, donc ça, c'est la première fois où j'ai une grosse équipe. On était 30 derrière la caméra. Ah oui, c'est une bonne équipe, ouais. Bah, une équipe de tournage à peu près normale, il me semble, enfin, pour on va dire, normal, de petit budget, quoi. D'habitude, on est 3-4, là, on est 30, parce qu'en fait, voilà, le président de l'association, il a ramené des jeunes. Il y a vraiment, en fait, je suis content d'avoir fait un court-métrage 100% fait maison, on va dire. Parce que de la musique jusqu'à le mixage, tout ça, bah, en fait, c'est fait par nous-mêmes. Le son, etc. On n'a pas piqué d'images d'archives, rien. Il n'y a rien. Pour la musique, on avait un compositeur. Et ça m'a fait plaisir, en fait. Plutôt cool. Bon, malheureusement, il va falloir qu'on passe au court-métrage suivant, mais en tout cas, c'était très très intéressant. Si vous voulez continuer à poser des questions à Arish, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Hop. Voilà. Et pareil, si vous avez raté son court-métrage, mais que vous arrivez en cours, que vous voulez le revoir, vous avez le lien qui se met dans le chat. Et merci beaucoup Arish d'être venu et d'avoir présenté ton court-métrage, et c'était très très intéressant. N'hésite pas d'ailleurs toi à envoyer le lien de l'asso ou tes pages sur le Discord pour que les gens puissent y accéder. Comme ça, tu te fais un peu ta pub au passage. Et je te souhaite une bonne soirée, j'espère que tu vas rester pour voir les autres courts-métrages, et puis à une prochaine fois. Prochaine. Beaucoup,